Donc, vous pourrez avoir la rediffusion si vous le souhaitez et aussi à toutes les personnes qui se sont inscrites, elles vont recevoir le petit lien en priorité. Donc, nous avons jusqu'à 15h30 ensemble. Je vais vous demander de vous mettre dans les meilleures conditions, de me dire aussi si vous m'entendez ou pas. Ok, ça c'est important pour que je ne puisse pas parler dans le vide. Prenez des notes. S'il y a des problèmes techniques, vous êtes déconnecté, ben je vais vous reconnecter. Vous attendez juste dans la salle d'attente. Les micros sont tous coupés pour tout le monde. Et aussi, je vais les activer si vous avez besoin de parler. Alors, autre chose également, vous mettez le chat dehors. Ok, vous dites à belle-maman que ce n'est pas le moment de répondre. Vous vous mettez en meilleures conditions pour pouvoir travailler. Pas de pop-up, pas de Facebook, pas de distraction. Et en plus, j'ai des invités qui ont pris le temps d'être là, même s'ils sont super occupés, rien que pour vous. Alors, ce que je vous demandais, donc, c'est d'être focus. Alors, vous avez une bonne idée. Tout le monde est focus? Ouais, mettez-moi un petit yes. Voilà, on se met en bonne condition pour pouvoir prendre un maximum d'informations et poser des questions. C'est le moment. Si tout le monde est focus, donc, je vais vous dire que vous avez une bonne idée de venir aujourd'hui parce qu'à la fin de cette webconférence, vous allez pouvoir être au clair sur un certain nombre de choses, savoir quoi faire, comment le faire pour cet oral. Et puis, on va pouvoir répondre à vos questions. Vous aurez des outils et aussi des petites clés pour savoir comment faire. J'ai reçu pas mal de questions sur la gestion du stress, le déroulement de l'épreuve, les sujets, les petits imprévus, la méthode, comment faire par rapport au jury, des questions sur le parcours, votre parcours professionnel, votre projet professionnel, les motivations, et puis également comment tout ça se sélectionne. Donc, si on n'a pas répondu à vos questions à la fin de tout ça, vous envoyez un petit mot dans le chat. Vous pouvez réagir à n'importe quel moment pour pouvoir laisser des questions. Je ferai des petits retours de temps en temps. Comment ça va se passer? Notre plan, donc il est 14h10. Il y a 3 parties. Donc, la première partie, on va parler de l'épreuve, après de l'entraînement, puis on va pouvoir échanger un petit peu sur quelles sont les questions que vous avez eues et les expériences des personnes qui sont là avec moi. Alors, donc, moi, c'est Christelle. Mon objectif, comme dit une certaine personne, c'est de vous faire devenir des bêtes de concours, que vous soyez super à l'aise, et puis aussi, surtout, de vous faire atteindre vos objectifs de vie, parce que c'est aussi un autre cap de la vie. Donc, je vais ouvrir le micro. Je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis avec un certain nombre de personnes. Donc, alors, si la technique veut bien me laisser faire mon travail, il y a Clément, donc je vais activer ton micro. Clément qui est étudiant en 2e année. Clément, active ton micro si tu veux juste dire bonjour. Bonjour à tous. Salut Clément, merci d'être venu. Donc, tu vas pouvoir répondre à un certain nombre de questions à un moment donné. Il y a aussi, tu peux couper ton micro dès que tu veux. Il y a aussi Claire qui nous a rejoint. Merci Claire, tu es en 1re année. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être venue. Avec plaisir. Et puis, il y a aussi Anaïs. Voilà, Anaïs. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être venue, Anaïs. Et puis, je suis en train de chercher Jimmy, qui est IAD. Alors, Jimmy, fais-moi un petit coucou, parce qu'en fait, je ne te vois pas dans la vidéo. Super, alors, je t'ai vu là. Voilà, un petit coucou. Est-ce que tu nous entends? Voilà, super, Jimmy qui est IAD. Vas-y, tu nous entends? Je vous entends très bien. Super. Donc, Jimmy qui est de Lyon. Donc, si vous avez des questions spécifiques pour Lyon, peut-être qu'il pourra également vous répondre. Maintenant que les jeux sont faits, donc on va pouvoir continuer. On va premièrement passer à la première partie, l'épreuve. Alors, comment ça se passe? C'est quoi l'objectif de l'épreuve? Le déroulement de l'épreuve, son contenu, et puis autre chose qui vous pose peut-être un peu souci, c'est l'art d'exposer les choses.
Ça fait aussi partie de ce qu'on appelle aussi la gestion du stress et un certain nombre de choses qui sont des comportements non verbaux. OK? Donc, l'objectif de l'épreuve est premièrement de sélectionner des personnes qui vont pouvoir être des futurs collègues. C'est purement un entretien d'embauche. OK? Vous êtes des professionnels, vous avez montré en passant l'écrit que vous avez des connaissances. Maintenant, on veut savoir, est-ce que vous allez faire partie des personnes avec qui on a envie de travailler en tant qu'IAD? Et aussi, est-ce que vous allez pouvoir tenir la distance? Est-ce que vous avez bien réfléchi aux différentes implications de ce changement? D'accord? Donc, l'objectif, c'est vraiment de savoir, est-ce que vous êtes au clair dans tout ça? Est-ce que vous correspondez au profil? Puis, le déroulement. Alors, le déroulement, chaque école va avoir son déroulement particulier. Alors, certains vont être accueillis avec du café et puis des petits croissants, et puis d'autres pas, où ils vont attendre des heures. Dans tous les cas, pour chaque école, tous les candidats sont jugés de la même façon. Vous avez le même temps de préparation pour l'épreuve. OK? Donc, le plus souvent, vous avez un sujet que vous devez préparer pour tout le monde. Alors, ça dépend des écoles, en 15 ou 20 minutes. Et puis, vous avez après le passage devant le jury. Le jury, ça peut être 2 personnes, ça peut être 3 personnes, ça peut être 7 personnes. Voilà, tout dépend de l'école. Où vous allez exposer le sujet qui vous a été proposé. Donc, souvent, c'est un cas clinique. Et vous allez aussi exposer soit vos motivations ou ce qu'on vous demande aussi des fois, le projet professionnel. D'accord? Donc, le contenu. On va passer un petit peu plus de temps sur le contenu. Donc, le contenu, c'est le cas clinique, les questions, les motivations, les projets professionnels. Et passons directement au cas clinique. Si vous avez un cas clinique, alors, il y a en général, d'après ce que j'ai vu, et avec mon expérience et celle des autres, 3 types de questions, de sujets que vous pouvez avoir. Alors, ça peut être une situation classique de soins. Donc, exemple, vous accueillez Madame X, elle revient de la salle de réveil pour la bénéficier d'une prothèse totale de hanche. Vous prenez soin de cette patiente de 14h à 20h, etc. Situation classique. Donc, face à cette situation classique, je vous ai mis exemple en bas. Exemple de plan, voilà, c'est un plan classique. OK? Donc, vous avez vérifié la chambre, tout se passe bien pour le confort et la sécurité de cette patiente. Vous l'accueillez avec votre aide-soignante en collaboration ou avec l'étudiant. Vous communiquez avec elle. Bien sûr, vous précisez que vous dites tout ça de façon chronologique, mais en général, tout se passe en même temps. Mais vous détaillez de façon successive parce que c'est pour les besoins de l'exposition, donc de l'exposé, pardon. Donc, vous vérifiez l'identité, la coordonnance entre ce que vous avez dans le dossier. Vous faites un premier check de votre patiente, prenez les dispositifs, les appareillages, les premières mesures cliniques paracliniques. Vous collectez un certain nombre de données que vous allez pouvoir mettre dans le dossier. Ce dossier patient, dans lequel vous allez pouvoir retrouver les prescriptions médicales et puis tous les autres éléments dont vous avez besoin. Et surtout, vous allez dire au médecin que cette patiente est revenue du bloc. Après, vous avez la prise en charge des problèmes et des risques de ce patient. Vous allez pour chacun d'eux dire vos actions, les préventions, les traitements, les surveillances, les réévaluations. Précisez bien votre rôle propre, le rôle sur prescription et collaboration. Pour les traitements, il faut mettre l'indication, la classe pharmaceutique et surveiller l'efficacité et surtout les effets secondaires. Ne pas oublier de réévaluer. La petite chose qu'il ne faut pas également oublier, c'est toujours parler une petite phrase sur le devenir du patient. OK? Donc ça, c'est pour un type de sujet classique, type démarche de soins. Voilà. Alors, revenons. Donc, deuxième type de situation, deuxième type de sujet. Donc, tout ce que je vous mets là se trouve dans le guide de la débrouille. Vous pouvez trouver tous ces plans détaillés et aussi en forme synthétique. Deuxième type de sujet, vous avez donc un sujet qui relève de l'urgence. Exemple,
Vous vous promenez en forêt et puis vous voyez en face de vous quelqu'un qui est couché sur le bas-côté, il a la jambe déformée, il est tout rouge. Voilà. Comment prenez-vous en charge cette patiente jusqu'à l'arrivée du SAMU des urgences? OK? Donc, par rapport à ce type de sujet-là, vous devez élaborer un plan qui va avec. OK? Donc, ça sera complètement un autre plan qui sera plutôt type secouriste, type AFGSU, type A, B, C, D, E. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'évalue? Comment je fais par rapport à cette situation? Et puis, troisième type de sujet, vous avez une situation classique. Alors, c'est Madame X en ortho que vous avez eu et qui dégénère. Donc, vous lui posez un antibiotique et elle fait, elle a du mal à respirer, elle ne se sent pas bien. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre conduite à tenir face à ça? OK? Et puis, il y a d'autres sujets qui, type, je vais dire type des fois qu'on retrouve dans certaines écoles comme Lyon. Vous avez plusieurs sujets, plusieurs questions où il suffit simplement de répondre à la question. OK? On va demander à Jimmy un petit peu c'était quoi son expérience par rapport à ça un peu plus tard. Voilà, donc c'est en résumé, en grosso modo, ce que vous pouvez trouver comme type de sujet. Alors, par rapport à ce sujet-là, devant cette feuille, vous avez 15 à 20 minutes. Qu'est-ce que vous devez faire? La première chose très simple, c'est de respirer. OK? Souvent, on se précipite et puis c'est vraiment pas la chose à faire. Donc, faut respirer. Et voilà. Quelle est la question? Analyser la situation. Quand vous avez analysé la situation, alors je me trouve devant un cas simple, un cas avec urgence. Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, par rapport à ça, vous allez pouvoir choisir rapidement un plan, parce que vous avez réfléchi à ça avant. Quel type de plan? Un type de sujet égale un type de plan. Ou sinon, vous devez simplement répondre aux différentes questions, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Alors, dans ces questions exotiques, des fois, il y a des calculs de doses. Donc, on peut vous demander ça dans un oral, donc bien sûr sans calculatrice. Donc, vous êtes avertis pour les différents types de sujets. Alors, par rapport à ça, vous devez connaître absolument pour pouvoir analyser correctement, faire le plan de tous ces types de sujets. Vous devez absolument connaître les chocs. Vous devez connaître les chocs par cœur. OK? Vraiment par cœur. Qu'est-ce qu'un choc? Quelle est la physiopathologie et qu'est-ce que je dois faire en regard? Tout seul, avec le médecin dès qu'il arrive. OK? Et bien sûr, c'est quoi les implications si on n'arrive pas à trouver des solutions? Deuxième chose à connaître, c'est les troubles de la conscience. OK? J'ai un patient qui est tombé, il s'est fait un trauma crânien. Voilà, qu'est-ce que je dois faire? Comment j'évalue la situation alors que je n'ai pas de médecin à côté de moi? Je suis soit dehors, soit dans un hôpital. Qu'est-ce que je fais? Après, les thèmes redondants. Alors ça, c'est simplement une question de bon sens. Il y a des choses qui reviennent excessivement rapides, enfin très, très souvent. Même des choses que vous trouvez dans le guide de la débrouille. Par exemple, avec ce guide, vous avez également des exemples d'exposés oraux, comme la crise d'asthme, qui est encore sortie l'année dernière. Donc, vous avez une quinzaine de thèmes qui reviennent de façon assez récurrente et vous devez les connaître sur le bout des doigts afin de sortir ces thèmes dès qu'il en est question. Vous pouvez sortir les tiroirs parce que vous les connaissez et vous ne perdez pas de temps à rechercher les connaissances, d'accord? Dans cette évaluation orale, on n'est pas là pour pouvoir tester vos connaissances. Il vaut mieux que vous les ayez, mais on est là pour savoir comment vous les mettez en lien et comment vous organisez votre réflexion. OK? Donc, il vaut mieux que vous ayez ces connaissances-là pour pouvoir les organiser. Alors, faites-moi un yes si jusqu'à maintenant tout est clair. Et sinon, posez les questions. OK. Donc, maintenant, passons à l'exposé
des motivations et des projets professionnels. Donc là, il y a Clément qui va tout à l'heure nous en parler un petit peu plus. Mais après avoir exposé le cas clinique, on vous demande très souvent, alors ça dépend des écoles, soit d'exposer en quelques minutes votre motivation, soit d'exposer également votre projet professionnel. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Et qu'est-ce que vous devez chercher comme réponse bien avant cet oral? Il faut savoir qu'est-ce qu'ils veulent entendre, ce jury, sur vous, sur votre motivation. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Quelles questions vous devez vous poser sur vous-même? Vous savez que passer ce concours et être IA, en tout cas tout ce processus, ça a un impact, que ce soit financier, que ce soit psychologique, que ce soit familial. Vous devez avoir réfléchi à ces choses-là avant de commencer l'école. OK? Demandez-vous, est-ce que mon parcours est en lien avec ce que je veux et comment je peux l'expliquer ou le mettre en lien? Voilà, donc moi, j'ai trouvé que la meilleure façon de trouver ces motivations, en tout cas de les expliquer clairement, quand on vous demande ou pas d'écrire ce projet professionnel, mais en tout cas, vous pouvez le faire, c'est la meilleure façon, vous pouvez le faire de vous-même pour pouvoir être au clair sur toutes les questions qu'on pourrait vous poser pendant cet oral sur vos motivations. OK? Donc Clément, tiens-toi prêt tout à l'heure pour que je puisse te laisser la parole. Alors, je regarde sur le chat. Est-ce qu'on a des questions? Alors, où trouve-t-on le guide de la débrouille? Tout ça à la fin, je vais vous mettre le petit lien. Ok, sur le site, il y a un onglet bibliographie. Merci, merci Claire. Alors, on va continuer sur savoir exposer. Certaines personnes sont plus avantagées que d'autres, mais ce n'est pas une excuse. Nous pouvons tous être meilleurs dans la façon de nous exprimer et d'exposer devant d'autres personnes, ce qui s'appelle exposer en public. Ce sont des choses également qu'on voit dans l'atelier pour l'oral. C'est des choses qu'on voit également pour les gens qui font du théâtre. Donc, la première chose que je vais vous demander, c'est de respirer. Vous savez, en tant que professionnel, que respirer a un impact sur votre rythme cardiaque et sur un certain nombre de processus et la façon dont vous vous sentez. OK? Donc, la première chose pour être plus à l'aise et savoir mieux exposer, c'est de respirer. Respirer entre chaque phrase, mettez des pauses. Souvent, quand on est stressé, on est pressé et on parle hyper vite, ce qui est mon cas. Donc, vous n'êtes pas tout seul, tout est possible, il faut respirer. Deuxième chose, articuler. Alors, les Français, on n'est pas les meilleurs pour articuler, mais pour pouvoir mieux capter votre auditoire et puis éviter que le jury puisse passer sur quelque chose que vous auriez dit et qu'il n'a pas vraiment entendu, prenez le temps de faire des pauses, de respirer et d'articuler. Alors, autre chose, rédigez votre plan en tiret. Les personnes qui vont rédiger complètement le sujet vont non seulement perdre du temps, mais de la fluidité dans la façon dont elles vont exposer. Rédigez les choses en tiret. Vous avez les connaissances, donc juste organisez-vous. Vous connaissez votre plan, donc vous mettez les choses en tiret. Vous faites des dessins, ce que vous voulez, pour vous permettre de retrouver les informations facilement et que ça soit fluide et que vous ne soyez pas constamment en train de regarder votre feuille ou de lire. C'est extrêmement désagréable. Et la dernière chose que je vais vous donner, c'est l'attitude. Alors, j'ai eu pas mal de questions sur l'attitude à avoir en face du jury. La meilleure chose qui puisse vous arriver pour comprendre quelle attitude à avoir, c'est de vous mettre vous-même dans la position d'un jury. Est-ce que vous préférez en face avoir quelqu'un qui sourit ou quelqu'un qui fait la gueule? Quelqu'un qui a les bras croisés ou quelqu'un qui se trouve en position d'ouverture? Quelqu'un qui ne vous regarde pas du tout et qui est complètement coincé sur sa chaise? Quelqu'un qui parle hyper vite? Voilà, donc ayez des attitudes, même c'est pas facile, mais des attitudes posées. Donc c'est un certain nombre de choses qu'on voit à l'atelier également. Quand on est stressé, par exemple, on a tendance à se toucher, à les cheveux et tout ça, etc. Donc prenez l'attitude, la discipline de laisser les mains de côté.
Prenez aussi l'attitude de vous tenir droit sur votre chaise. Pas avachi, ni voilà. Tenez-vous droit sur votre chaise, regardez votre jury, souriez. S'il y a des questions auxquelles vous n'avez pas, enfin, que vous n'avez pas compris, ben, pour reposer la question, dites est-ce que vous pouvez reformuler? S'il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes pas sûr, ben, vous pouvez dire alors, donc vous me demandez telle et telle chose et rajouter la phrase donc autrement dit et vous reformulez pour pouvoir essayer de repartir sur une bonne explication. Donc, toutes ces petites clés vous permettent de paraître, même si vous ne vous sentez pas au fond, mais de paraître beaucoup plus assuré. Alors, je regarde si je n'ai rien oublié, parce que je m'enflamme là. Voilà, voilà. Donc, surtout, mettez des pauses et souriez, mesdames. Ça, c'est un atout. Alors, je regarde sur le chat. Est-ce que j'ai eu d'autres questions? Alors, ça discute pendant que je discute. Super, parfait. Maintenant que vous connaissez tout ça, c'est bien beau, mais voilà. Maintenant, il faut savoir comment faire. Maintenant que vous savez quoi faire. Moi, je vais vous demander de retenir un petit mot qui sera super important tout à l'heure parce que j'ai une petite surprise pour vous. C'est entraînement. Pour tous les items qu'on a cités jusqu'à maintenant, c'est le mot entraînement. OK? Donc, on va vous montrer comment faire pour vous entraîner pour le projet professionnel. On va vous donner des clés pour vous entraîner sur les sujets et les cas cliniques. Et on va vous donner aussi des clés. On va vous donner aussi des clés pour savoir comment exposer sans paniquer. Alors là, maintenant, on va passer au projet professionnel et je vais demander à Clément. Clément, où es-tu? De venir nous exposer comment faire. Et puis aussi, tu peux partager ton expérience parce que tu vas peut-être répondre à un certain nombre de questions. Vas-y Clément, je te laisse parler. Si tu fais en partage d'écran, tu es libre. Oui, merci. Alors, Parle un peu plus fort. Hein. pardon, excuse-moi, j'avais pas mis mon micro, c'est peut-être mieux. Super. Voilà, donc moi je suis étudiant IAD du coup en deuxième année à Tours. J'ai passé du coup le concours en 2018 et effectivement, donc moi j'ai eu l'occasion de faire une préparation au concours où il nous était du coup dispensé un cours de projet professionnel, voilà, de façon à savoir comment le construire et voilà, comment l'avancer pendant l'oral. Donc, en fait, il nous a été suggéré de le faire sous une certaine forme qui est la forme qui, quoi, où, comment, pourquoi. C'est en fait donc c'est réparti en différents items. Donc qui, par exemple, qui suis-je personnellement, le sens de mes choix, mes compétences et les valeurs. Quoi, qu'est-ce que pour moi un IAD, les exigences liées au métier, le contexte sanitaire et les compétences à acquérir pour devenir IAD. Il y avait du coup le où souhaitait-on exercer, dans quel type d'établissement, quel secteur, quel type de chirurgie et évidemment quelle école, pourquoi cette école en particulier, quand me former, pourquoi maintenant. Donc là, il fallait parler voilà, de sa dimension un peu professionnelle, familiale et personnelle. Et comment y accéder, donc en se renseignant sur le contenu de la formation IAD, les besoins qu'on devra acquérir en formation, les limites, l'avenir qu'on aura en tant qu'IAD, et enfin pourquoi je veux changer de métier. Voilà, donc cette forme en fait nous permettait vraiment de structurer notre projet. Il fallait également penser du coup à nos propres défauts et les contraintes de la profession, les avancer, ne pas idéaliser et également souligner l'évolution qu'on avait eue de notre projet professionnel. Donc il y avait une dimension du coup du passé, de l'actuel et de l'avenir en fait au sein de la formation et plus tard de la fonction d'IAD. Je peux vous montrer, si vous voulez, du coup, le projet rédigé par ici. Je ne sais pas si vous le voyez actuellement. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran à moi. Peut-être que Ah, tu pourras, pardon. tu pourras le faire. Alors, donc, Voilà, ah, mais c'est bon, je ça pense que c'est marche. bon, j'avais pas cliqué. Voilà, donc ça donne un peu voilà cette structure-là où effectivement je détaille du coup mon expérience, mon expérience passée en fait, pour moi qu'est-ce que l'IAD, mes souhaits pour le futur, l'envie de travailler, de faire la formation dès maintenant. Comment j'y ai accédé à la formation, donc toute la préparation au concours, mon expérience également. Enfin, pourquoi j'ai choisi de faire IAD.
Voilà. Et donc, ce document, en fait, permet, alors, on ne peut pas l'avoir pendant l'oral systématiquement, mais par contre, ça permet vraiment de se connaître, en tout cas, et d'avancer vraiment des arguments qui sont déjà prêts. Quand le jury va vous poser des questions spécifiques, généralement, vous aurez abordé ces questions-là pendant la rédaction de votre projet professionnel. Donc, pour moi, il n'est pas nécessaire de l'avancer tout de suite en intégralité quand vous vous présentez pendant l'oral. Par contre, c'est bien effectivement de l'avoir rédigé avant pour vraiment être prêt à répondre à toutes les questions. Voilà pour la partie projet professionnel. Je te remercie. Allô? Je te remercie. Oui, pas de souci. Alors, mais par contre, donc ce que tu disais, donc c'est le fait, toi, tu as fait complètement tout cela Oui, et donc tu l'as tellement travaillé qu'au moment de l'oral, tu n'as pas eu de souci à pouvoir ressortir les choses tout à fait. pour pouvoir ressortir les casques, pour pouvoir répondre aux questions du jury. Et toi aussi, alors j'ai eu des questions qui ressemblent un petit peu à ton parcours. Beaucoup de personnes se posent la question, mais moi, j'ai que 2 ans de réa, ou moi, j'ai pas fait de réa, ou je suis jeune. Voilà. Vous savez, bien sûr, que pour pouvoir passer le concours, il faut justifier de 2 ans de 2 ans d'exercice. Mais beaucoup de personnes ne se sentent pas légitimes avec leur parcours, entre guillemets, pauvre. Comment tu as fait, toi? Bien moi, bah, du coup, je me retrouve totalement dans ça parce que j'étais pas issu de réa. J'ai jamais fait de réa ni de salle de réveil depuis mon diplôme en tout cas, et j'avais effectivement 4 ans d'expérience professionnelle. Alors moi, ce que j'ai avancé, c'est qu'effectivement déjà j'avais un parcours atypique. Voilà, je venais d'unité neurovasculaire, c'est un service de soins techniques, mais qui n'est pas aussi technique effectivement que l'USCREA. Malgré tout, ça m'avait permis de développer peut-être d'autres compétences et du coup, j'ai avancé voilà, d'autres choses, voilà, comme quoi j'étais peut-être plus à l'aise sur la surveillance neurologique. Enfin, voilà. Donc j'avais d'autres qualités finalement que les candidats un peu plus habituels, on va dire. J'ai également, malgré mon jeune âge avancé, du coup, j'étais encore dans une dimension d'apprenant, j'étais encore dans la dynamique des études. En étant proche de la sortie des études d'infirmière, du coup, bah, ça peut aider complètement à se remettre dans une nouvelle formation. Tout à fait. Voilà principalement ce que j'ai avancé. Après, j'ai parlé malgré tout, même si c'était pas une expérience entre guillemets professionnelle, de mes stages infirmiers. C'est là où j'avais découvert le métier d'IAD. Mine de rien, c'est quand même un début, de. On se renseigne et moi, je pense qu'on peut en parler très clairement. C'est là où j'avais découvert le bloc opératoire. Voilà, donc moi j'ai avancé ça pendant l'entretien. Ok, super, super. Donc, vous pouvez vous inspirer de ça pour pouvoir justifier, en tout cas expliquer de façon cohérente vos motivations pour être IAD. Et c'est vrai que la question de redevenir apprenant, c'est une réalité. Quand on a déjà exercé, revenir au statut d'étudiant, et parfois dans les stages, c'est un peu compliqué puisqu'on est des infirmiers professionnels. Donc, revenir à ce statut où on n'est pas exactement légitime dans sa fonction, entre guillemets, c'est un peu compliqué. Donc, il faut avoir la flexibilité d'esprit de pouvoir se remettre dans ce positionnement. C'est pour ça qu'on ne recherche pas de cow-boy, okay, clairement. Merci beaucoup, Clément, pour ce partage. De rien. Ça répond à un certain nombre de questions, donc je vous les lis. J'ai reçu des questions, donc j'ai peur d'être jugée sur ma jeune expérience professionnelle, donc vous avez déjà trouvé une première réponse. Comment faire valoir ma motivation si mon parcours professionnel n'est pas idéal, ok, et pour entrer à l'école d'IAD. Alors, vous devez donc trouver dans votre parcours des choses qui vont vous mener à ce métier d'IAD. Vous devez retrouver vous savez, la description des compétences IAD, vous l'avez, ok. Vous devez retrouver des choses qui font des ponts entre votre expérience et ce que vous voulez développer en étant infirmière anesthésiste. D'accord? Donc, vous avez déjà une première partie des réponses. Par rapport au parcours et tout ce que j'ai reçu dans le questionnaire. Merci Clément. Donc on va passer, alors si tu veux enlever ton partage d'écran, on va passer à la suite. Je vais le remettre.
je vais vous faire juste un petit, pas juste, vous donner encore des clés pour comment faire pour exposer sans paniquer. Donc, nous sommes des êtres d'habitude. On fait ce qu'on fait de mieux, c'est ce qu'on fait le plus souvent, donc par habitude. Vous allez devoir acquérir des habitudes rapidement pour pouvoir passer au mieux donc cet oral. Et pour pouvoir faire cela, ce qui crée les habitudes, ben, c'est une façon de penser également répétée, une façon de faire répétée. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est premièrement rédiger vos cas et les enregistrer. Rédiger vos cas et faire des audios et vous réécouter pour savoir comment ça sonne et comment les autres en face vous entendent. Que vous participez à vos prépas de concours blanc, que vous participez à l'atelier, que vous soyez seul, faites-le absolument. Ok, donc enregistrez-vous en condition de concours, en condition pour les 15 minutes ou les 10 minutes que vous avez et réenregistrez-vous, réécoutez-vous. Après, ce que vous devez prendre l'habitude de faire, c'est d'expliquer les choses à quelqu'un qui n'a pas du tout, qui n'est pas du tout de votre milieu. Pourquoi? Parce que s'il a compris, ah ben c'est tout à fait, vous avez gagné tout. Vous avez complètement tout gagné. S'il a compris de quoi vous parlez, s'il a l'impression que vous êtes assuré, que voilà, c'est quelque chose de clair, je ne connais pas tout, mais c'est clair, c'est tout bénéf pour vous. Ok? Vous pouvez même utiliser vos enfants, c'est les meilleurs pour vous dire clairement si vous êtes ennuyeux ou pas. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Également, un petit tips pour ceux qui font du théâtre ou autre, c'est de s'exercer devant le miroir. Ok? Donc, sortez de vos habitudes. Vous aurez besoin de faire tout ça. Vous aurez besoin de parler en public. Donc, commencez à vous parler à vous-même devant le miroir. Commencez à vous réécouter, à regarder comment vous paraissez. Ok? Alors, c'est des choses également qu'on fait dans l'atelier pour l'oral. Maintenant, passons à la partie cas clinique. Pareil, pour pouvoir être bon, il faut répéter les actions. Ok? Donc, les cas cliniques, vous devez vous exercer aux cas cliniques. Sur les 15 thèmes redondants, vous devez absolument tous les faire. D'accord? Donc, exercez-vous, entraînement, entraînement. Maintenant que vous connaissez les thèmes, que vous connaissez les chocs, que vous connaissez ce qui est redondant, vous allez pouvoir vous entraîner sur les annales. Il y a des annales partout sur le net. Je vous ai mis le lien ici où j'ai centralisé tout ça. Vous avez les annales de Laringo, de Sophia, de Romain, de Sabrina, etc. Bientôt, on va sortir les annales par thème pour l'oral. Mais vous avez déjà un certain nombre de ressources qui sont en libre accès. Également, vous avez des bouquins qui sont pas mal. Ok? Des bouquins où vous avez des sujets corrigés, écrits, voilà, mais oral aussi. D'accord? Ça vous donne déjà beaucoup de tips pour pouvoir les faire. Alors, en concernant les sujets qui ont qui ont plus de 10 ans, tout à fait, sur la Laringo, etc., il faut savoir que les sources ne sont pas forcément tout de suite accessibles. Donc, vous avez sur le groupe de l'écrit de Objectif Concouria, des fois, si vous faites des recherches, on a des retours sur les récents sujets d'oraux. Donc, regardez un petit peu qu'est-ce qui est sorti dernièrement. Et dans le guide de la débrouille, à la fin, vous avez quelques exemples de ce qui est ressorti en 2017, par exemple. OK? Alors, après les livres, donc voilà, le guide de survie pour l'oral, ça c'est ce que j'ai pu mettre en place, et ça c'est mes notes, c'est mes plans qui m'ont permis de réussir à tous mes oraux, avec tous les détails et puis les bonus qui sont à l'intérieur. Donc le lien est ici. Et également, vous avez comme outil l'atelier pour l'oral. Alors, ceux qui ont la chance de participer à une prépa ont peut-être l'occasion de faire des oraux blancs. Ok? Ça, c'est génial. C'est le même principe. Faire des oraux en face de professionnels, en face de personnes qui vont pouvoir vous dire exactement ce que vous devez travailler, parce que tout le monde ne doit pas travailler la même chose. C'est vraiment salvateur. J'ai eu l'occasion de voir des transformations et j'en suis très contente de personnes qui ont pu voir ce qu'ils devaient travailler et qui ont pu
partir de quasiment pas grand-chose à avoir de très bonnes notes à l'oral. Donc, là, le prochain atelier, ça sera le 21 mars sur Paris. C'est le seul qu'on fait en présentiel. Les places sont extrêmement limitées. Et nous, avec plusieurs professionnels, on regarde exactement quels sont vos besoins et comment faire au mieux pour vous faire progresser. D'ailleurs, il y a 2 personnes, Anaïs et Claire, qui ont participé à ce marathon de concours blanc. Est-ce qu'elles veulent nous dire un petit mot? Et puis, vous pouvez aussi parler de comment vous vous êtes préparé pour l'oral, quelles étaient vos motivations. Donc, voilà, qui veut commencer? Alors, je vais peut-être me mettre à Claire. Voilà, je te fais recommencer. On va commencer par Claire. J'active ton micro. Vas-y. Alors, Claire, dis-moi, pourquoi tu voulais être IAD à la base? Et ensuite, parle-nous de l'atelier. Alors, pourquoi je voulais être IAD à la base? Même maintenant, des fois, je me demande encore pourquoi. Non, c'est vraiment un super métier. C'est hyper technique, hyper humain. Enfin, c'est vraiment, c'est un super truc. On perd un peu des neurones au passage, mais on en gagne quand même. Pourquoi je voulais être IAD? Parce que effectivement, on est des techniciens, on est des gens de référence. Et comme j'ai pu voir là une conférence qu'on a eue cette semaine là, on parlait de leadership. Et je ne sais pas si ça parle aux personnes, mais effectivement, c'est un métier où on développe énormément notre leadership, où on se positionne en tant que leader, en tant que meneur, mais aussi en tant que conseiller et en tant que technicien proprement parler. Donc voilà. Vraiment, pourquoi IAD? Pour devenir un infirmier avec des multiples compétences et des multiples connaissances. Sinon, moi, j'ai eu la chance de pouvoir suivre l'atelier, de pouvoir bénéficier de l'atelier à Paris, où ça s'est fait un peu à la dernière minute avec mon chéri qui m'a dit, écoute, vas-y, fais-le, de toute façon, il faut que tu optimises tes chances de réussite. Donc, je suis arrivée à cet atelier. Comment dire? Ma pauvre. C'était génial, mais c'était usant. C'était dur. C'était intense, franchement, ça a duré un peu plus longtemps que prévu, mais franchement, c'était génial. Et je pense sincèrement que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à cet atelier, parce que c'est ce qui m'a permis d'asseoir vraiment mes connaissances mais surtout tout ce que tu disais tout à l'heure, Christelle, tout le non-verbal que on ne peut pas forcément gérer quand on ne se rend pas compte de l'image qu'on rend. Du coup, cet atelier, effectivement, il permet d'avoir une méthodologie, de donner des plans, de le travailler, effectivement. Ça, effectivement, on peut le travailler en dehors et de toute façon, je vous y encourage vivement et sans ça, on ne peut pas le faire. Mais il y a aussi tout ce qui est, du coup, la posture, le non-verbal, le débit de parole, la respiration, enfin, tout ça, c'est vraiment, ça donne des outils, surtout, ça permet d'avoir le feedback nécessaire pour pouvoir améliorer et changer ces techniques et ces méthodes dont on se rend pas forcément compte. Tout à fait. Voilà, au niveau de l'atelier, voilà, enfin c'est vraiment, moi je recommande vraiment. Alors c'est sûr que c'est un petit investissement, mais vraiment je le recommande vraiment vivement. C'est vraiment hyper important. Donc, tu dis que la chose que l'atelier t'a donné en plus, en fait, par rapport à ce que tu aurais pu très bien travailler toute seule de ton côté. Oui, c'est sûr, mais l'atelier permet de rencontrer des professionnels que tu sélectionnes minutieusement et soigneusement, avec vraiment des gens qui te disent franchement, de toute façon, eux, ils s'en fichent, hein, ils sont là pour que tu réussisses. Donc, ils te disent clairement ce qui va pas. Et surtout, on est filmé. Et ça permet de se prendre en pleine tête ce qu'on ne se rend pas forcément compte. Et du coup, on peut pas mentir, quoi. Et il y avait aussi un chargé de communication, il me semble, qui, lui, m'a vraiment fait travailler sur ma posture, sur mon débit de parole, où là, je suis un petit peu stressée et je me rappelle des conseils en disant « Arrête, on dirait que tu parles avec une mitraillette, c'est pas possible, on comprend rien, il faut que tu respires. » Et effectivement, ça, c'est vraiment hyper important. Super, super. Merci beaucoup Claire de ton feedback et puis de ce que tu as pu ressortir et témoigner de l'atelier. À part ça, après cet atelier, comment tu t'es organisée pour pouvoir être prête pour ce concours? T'as fait quoi après?
Alors, déjà, je me suis munie du guide de la débrouille. C'est pareil, Mhm. sans ça, c'était ma Bible, et sans ça, franchement, j'aurais eu beaucoup de mal à structurer mon travail, parce que ça donne les plans, ça donne aussi plein de petits conseils sur la méthodo, mais aussi sur ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la gestion de la vie de famille, la gestion du stress, tout ça, c'est vraiment hyper important. Donc celui-là, je le recommande vraiment, je trouve qu'il est indispensable. Il y a aussi, qui est aujourd'hui avec nous, j'ai travaillé énormément avec Anaïs. On s'est rencontrés sur le site, enfin sur le groupe Facebook, et avec qui on se donnait des sujets et on s'enregistrait dessus et on se les envoyait. Et après, du coup, on se Super. disait ce qu'on en pensait. Et c'est pareil, pouvoir s'enregistrer, même tout seul, ça permet de voir déjà notre débit de parole, ce qu'on raconte, ou si le ton aussi qui peut être un peu monocorde et du coup complètement inintéressant. Justement, l'importance de ponctuer, mais pour ça, il faut s'enregistrer, il faut s'entraîner. Et donc avec Anaïs, on se donnait des sujets, plusieurs sujets qu'on travaillait. Et ça, c'est pareil, avec Anaïs, le travail qu'on a fait avec Anaïs, ça a été hyper important pour moi et ça m'a permis vraiment de mettre toutes les chances de mon côté. Il y a aussi ce que tu disais tout à l'heure, le fait de confronter ces explications. Moi, je m'entraînais sur mes enfants, qui sont petits, et essayer de leur expliquer des trucs un peu compliqués, et le but, c'est qu'ils en ressortent et qu'ils comprennent. Et ça permet vraiment d'adapter son discours, de ne pas dire des trucs hyper techniques qui sont imbuvables, mais justement d'expliquer des choses et de se rendre compte que, en plus, en essayant de les expliquer simplement, on se dit, en fait, je sais ça. Et du coup, c'est hyper positif. Super. Après, il y a aussi tout ce qui est préparation du projet pro, mais ça, Clément en a déjà parlé. Travailler aussi un petit peu l'historique du métier d'IA avec les compétences, parce qu'on va certainement vous poser des questions dessus. Et c'est bien de ne pas être désarçonné, de se dire, mais de quoi il me parle? Non, de travailler un petit peu là-dessus et justement de savoir les compétences aussi qu'on a pu acquérir avec notre expérience professionnelle, et puis ce vers quoi on tend en changeant de métier. Et il y a aussi, ça c'est vraiment, pour moi c'est hyper important, la préparation physique. C'est-à-dire, ouais, c'est un marathon, le concours c'est un vrai marathon, et c'est bien de s'entretenir physiquement, mentalement. C'est-à-dire, on travaille énormément pour préparer ce concours, mais il faut être, parce que tout à l'heure j'ai entendu que tu avais repris les propos, être une bête de concours, c'est aussi avoir un corps sain. Effectivement, ouais, c'est un peu bateau, mais c'est bien de pouvoir faire du sport, de pouvoir s'aérer et de pouvoir se préparer vraiment. Si on veut donner l'impression, si on veut, on dit à notre jury, embauchez-moi, il faut expliquer, voilà, embauchez-moi, pourquoi? Parce que voilà, je suis quelqu'un de dynamique, tout ça, et je suis voilà pourquoi, c'est moi et pas quelqu'un d'autre que vous devez prendre. Du coup, ça passe par ce physique qui sera en bon état et que vous ferez sentir. Tout à fait. C'est bien que tu dis ça. Ça vous donne le fait d'avoir, de dégager un petit peu toute cette pression, ça vous donne un autre état mental et qui a un impact sur aussi l'assurance que vous pouvez dégager face au jury. Et puis le côté vestimentaire, j'en ai pas parlé, mais venez pas saper comme si vous allez sur le terrain de basket, quoi. Donc faites aussi un petit peu attention à votre voilà, vous n'allez pas à la banque, mais bon, faites plaisir au jury, faites plaisir au jury, ok? Merci Claire pour j'ai appris encore des choses, hein. Et je vais laisser la place à Anaïs. Donc Anaïs, tu vas nous dire un petit peu comment tu t'es préparée et qu'est-ce que toi tu as fait l'atelier web par contre, hein, donc c'est la formule web. Qu'est-ce qui t'a permis, qu'est-ce que tu n'aurais pas pu faire sans cet atelier-là parce que tu aurais pu complètement travailler tout seul. Qu'est-ce que tu as eu de spécifique que ça t'a apporté? Voilà, c'est ça ma question. Alors, est-ce que tu peux, moi j'ai activé. Ouais, c'est bon. Mais alors, oui, du coup, moi, pour me préparer pour l'oral, j'ai effectué une prépa en parallèle dans l'école que j'ai présentée, où on avait fait des oraux blancs, mais on n'avait fait aucune préparation du projet professionnel. Donc, cette prépa-là m'a permis d'avoir pas mal de sujets à travailler. Ces sujets, je les ai retravaillés après chez moi, avec Claire notamment. Du coup, on s'échangeait les sujets et on s'enregistrait, voilà, comme elle a expliqué. Ensuite, aussi avec toi, Christelle, où je t'ai envoyé quand même pas mal de sujets. Au début, beaucoup de difficultés à me réécouter. Et petit à petit, ça devient de plus en plus facile. Ensuite, j'ai effectué donc l'atelier web, du coup, parce que bon, j'habite à Toulouse, enfin,
à côté de Toulouse, donc me rendre à Paris, c'était plus compliqué. Du coup, ça m'a apporté beaucoup sur l'attitude, c'est-à-dire je savais pas, enfin, ma manière de parler, ma manière de faire, me toucher les cheveux, je m'en rendais pas forcément compte parce que quand on s'enregistre, on s'évalue surtout sur le contenu. On entend si on parle vite ou si on fait trop, mais on voit pas la manière de se tenir, etc. Et tout ça, ça m'a apporté énormément. D'ailleurs, c'est des conseils. Ne pas parler trop vite, ne pas me toucher les cheveux, essayer de pas trop bouger. C'est des choses que j'essaie de mettre en application même aujourd'hui quand je présente des TD ou autres à l'école. C'est des conseils dont je me rappelle et qui me serviront toujours, quoi. Donc ça très enrichissant cet atelier et j'ai appris énormément et franchement ça vaut le coup, donc je conseille à tout le monde de le faire par rapport à tout ce que ça peut apporter. Super. Voilà. Merci beaucoup Anaïs. Et je rappelle que Anaïs et Clément ont fait également une vidéo que je vous invite à regarder sur le projet professionnel, les motivations, comment eux ils sont sortis. Et Claire et Anaïs ont aussi fait une vidéo sur comment ils ont préparé ce concours et c'était quoi leur méthode. Voilà, donc je vous invite à regarder ça dans la rubrique succès du site Objectif Concouriade. C'est vraiment des témoignages précieux parce que on n'a pas tout le temps l'opportunité d'avoir des personnes qui sont disposées à dire ben voilà, moi j'ai fait comme ci, moi j'ai fait comme ça et je recommande ci, je recommande ça. Tout le monde n'a pas des gens, des IA, des étudiants à disposition pour pouvoir poser des questions et ils sont complètement disponibles pour répondre à vos questions également via le site Objectif Concouriade. N'hésitez pas. Merci encore. Si je Donc, peux juste vas-y. rajouter quelque chose, pour l'oral, c'est quelque chose qu'on ne dit pas forcément assez, mais que j'ai quand même eu la question sur les 3 oraux que j'ai fait. Il faut quand même connaître le contenu de la formation avec globalement les matières qu'on aura et les compétences que l'on va valider. Voilà, on connaît quand même la grande trame parce qu'il y a quand même pas mal de questions dessus. Et je m'y étais pas forcément préparée, donc j'ai un peu bugué sur ce genre de questions. Donc voilà, essayer de bien connaître, de savoir où on va, quoi. Tout à fait, tout à fait. Les compétences IAD, le décret, surtout qu'on va maintenant, on a déjà le niveau master, on va vers la recherche. Donc, ce genre de choses-là, on a la technique, mais maintenant, on développe le côté professionnalisant, qui est plus un côté plus intellectuel. D'accord? Donc, c'est important de connaître tout ça. Je te remercie d'avoir réagi sur ça, Anaïs. Pour ceux qui se posent des questions sur l'atelier, sur l'oral, donc c'est le 21 mars. Ça a un certain coût, donc c'est une centaine d'euros. Ça va être dans une salle donc, qui sera louée avec des professionnels qui seront là pour vous. Et nous allons, prenez votre journée parce que souvent je déborde sur ce qui sur ce qui est prévu, je m'enflamme et j'ai vraiment envie que vous repartiez avec toutes les clés dont vous avez besoin, vous, pour pouvoir réussir et atteindre vos objectifs dans l'école de votre choix. Voilà, donc merci pour ces témoignages et ces partages. Donc là maintenant, on va passer à une partie questions-réponses. Il y a un certain nombre de choses pour lesquelles j'ai vu que super, vous avez répondu sur le chat. Merci beaucoup. Et puis, j'ai vu aussi, alors il y a d'autres questions. Je perds mes feuilles. D'autres questions qui sont venues sur la gestion du stress, par exemple. Donc, et j'ai peut-être commencé par une question sur Jimmy. Est-ce que tu es là par rapport à l'école de Lyon? L'école de Lyon, c'était quoi Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la particularité de Lyon? Et puis, comment tu t'en es sorti? Raconte-nous un petit peu. Est-ce que je te vois pour t'ouvrir? Alors, je t'active ton micro. Parfait, vous m'entendez bien? Moi, je t'entends, moi, en tout cas. Voilà. Alors, donc je suis Jimmy, je suis un IAD maintenant depuis quelques années. Donc, j'ai passé plusieurs concours, donc je les ai tous eus. J'ai passé plusieurs oraux aussi. Et je me suis rendu compte qu'à Lyon, la ville où je vis maintenant, il y avait une grande spécificité dans les oraux.
Donc ça, je l'ai découvert un peu sur le tard, mais heureusement, ça n'a pas pêché. C'est aussi ce que pas mal d'autres collègues maintenant qui sont IAD aussi m'ont dit, puis beaucoup de personnes qui ont passé les oraux. Les oraux sont structurés de façon un peu différente. Enfin, par exemple, à Paris, vous allez avoir un cas concret, puis vous allez un cas concret avec l'exposition d'une situation. Et vous allez donc développer votre prise en charge et ensuite discuter avec le jury de votre prise en charge, puis exposer votre projet professionnel. À Lyon, c'était un peu plus sur des rails, on va dire, puisqu'il y avait effectivement un cas concret avec derrière toute une série de questions bien précises qui sont d'habitude plus présentes à l'écrit, dans l'épreuve écrite. Mais là, il y avait des questions de connaissances pures, avec même des calculs de doses à réaliser rapidement. Donc, ils voulaient après j'en ai discuté avec les formateurs, ça leur permet de réévaluer un petit peu aussi la connaissance pure et les capacités comme le calcul de dose rapide en situation de stress auprès des futurs étudiants. Voilà, donc, ils prennent, c'est pas un malin plaisir, parce que ça a son intérêt, à innover un peu chaque année. Donc, si vous passez le concours sur Lyon, attendez-vous à l'imprévu. Voilà, je ne sais pas si je réponds suffisamment aux interrogations, parce que voilà. Tu fais peur là, tu dis attendez-vous à l'imprévu. Ouais, mais bon, c'est un petit challenge intéressant et voilà, ils ont tendance à pas aimer trop la routine. Voilà, bon, ils innovent chaque année. En tout cas, ceux qui ont la chance d'avoir participé à des prépas, vous avez pu sentir un petit peu comment est l'école et puis vous avez peut-être eu des informations sur l'orientation de ce qui est demandé à l'oral. Vous avez vraiment une chance, donc essayez de vous rapprocher des étudiants de l'école pour essayer d'avoir des informations. Des fois, ça peut être intéressant. Et toi, Clément, comment s'est passé tes oraux c'était sous quelle forme? Alors, moi, c'était donc j'ai passé 2 oraux. C'était en fait, les deux étaient assez communs. Le premier que j'ai passé, c'était à Poitiers. C'était voilà, une situation clinique un peu complexe quand même. Mais du coup, par la suite, c'était plutôt vraiment un échange cordial avec le jury. J'ai pas eu de grosses mises en difficulté particulières. Les questions étaient juste simplement assez poussées sur le cas clinique. Après, j'avais eu le concours de Tours où là, j'avais fait la prépa en fait spécifique aux oraux de Tours. Donc là, j'y étais vraiment préparé puisque voilà, ils nous avaient vraiment fait des cas typiques de ce qui tombait à chaque fois sur cet oral-là. Super. Donc là, j'ai vraiment eu aucune difficulté particulière. Voilà, c'était un cas clinique avec des questions qui étaient en rapport avec le cas clinique. Si j'avais oublié des choses, c'était sous forme de questions pour voir si éventuellement ça me faisait repenser que j'avais omis ce sujet-là, mais voilà. Et puis du coup, un échange après sur le projet professionnel et la capacité à suivre la formation. Super, Voilà. merci. Et c'est vrai qu'en t'entendant, là, ça me rappelle que en fait, chaque année, peut-être ils changent un petit peu ce qu'ils attendent légèrement des futurs IAD ou étudiants. N'oubliez pas qu'on est passé au master, donc ils ont ils ont plus orienté, par exemple, sur Paris, quelque chose sur quelqu'un qui a un profil qui a réfléchi à son projet professionnel un petit peu plus que quelqu'un qui est purement technicien. Donc, il y a des petites évolutions comme ça qui sont en fonction des écoles et puis de la volonté de modifier un petit peu légèrement peut-être le profil pour s'adapter à l'évolution de notre profession. Alors, je sais que Anaïs, toi, tu as passé à Montpellier, donc tu as eu, comme certains d'entre nous, la chance, le bonheur d'être avec plusieurs personnes du jury, c'est cela? Est-ce que tu nous entends? Alors, j'essaie d'activer ton micro, Anaïs. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Oui, alors ça
Ça a Ça a bugué? planté, du coup, j'ai pas entendu la question. Alors, est-ce que dans un de tes oraux, tu as eu plusieurs jurys comme certains d'entre nous? T'en as eu Oui, combien? Combien de mais personnes dans le jury? à Toulouse et Montpellier, j'avais 6 jurys. Voilà, donc ça fait bien plaisir. Alors, Voilà. comment tu t'es débrouillé? Quelle attitude as-tu eu par rapport à tous ces yeux qui te regardent? Ben, après, dans ma tête, j'étais focus sur ce que je disais et je me disais, faut que je les regarde tous un par un. Donc, j'essayais de les balayer un par un voilà, pour tous les regarder. Mais j'étais tellement focus sur mon sujet, sur ce que j'allais dire, que en fait, ça m'a pas plus perturbé que ça d'avoir beaucoup de jurys. Parce que à Bordeaux, par exemple, ils étaient que 2 et j'ai eu beaucoup plus de questions à Bordeaux, par exemple, qu'à Toulouse. Ouais. Après, l'oral de Montpellier est quand même assez particulier. Je ne sais pas s'il y en a qui le passent à Montpellier, mais Oui, oui. c'est assez particulier. Voilà, c'est pas un sujet bateau, c'est beaucoup de questions sur justement le contenu de la formation, sur le projet professionnel, les motivations. Voilà, l'oral de Bordeaux était assez déstabilisant, de Montpellier était assez déstabilisant par rapport à ça. Plus voilà, les questions qu'ils m'ont posées que le nombre de personnes au jury. Je pense qu'il ne faut pas se laisser impressionner par le nombre de personnes parce que ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont avoir beaucoup plus de questions à poser ou autre. Et ça peut être aussi une bonne chose parce que chacun a des idées différentes, chacun aura remarqué des bons points du candidat et en fait ça peut aussi être un point positif pour la notation finale. Tout à fait. Alors, ça répond à des questions. Enfin, à une des questions par rapport au jury, c'est comment se tenir face à cette personne. Ben, tu dis bien, tu rappelles, la petite clé, c'est toujours tout en respirant posément. On va vous demander de vous asseoir. Attendez qu'on vous demande de vous asseoir. Hein, faites pas, hein, OK? Donc, vous attendez qu'on vous demande de vous asseoir, vous vous asseyez. Vous dites bonjour, vous regardez chaque personne, d'accord? C'est vraiment un exercice à faire et ça paye, OK? Et, et comme tu as parlé que tu étais focus. C'est un état mental dans lequel c'est comme, en fait, c'est de l'auto-hypnose, hein. On est tellement concentré sur notre objectif que le reste va perdre de l'importance. Donc, vous êtes focalisé sur l'objectif. Il faut réussir à se mettre dans cet état-là. Merci beaucoup, Anaïs. Et toi, Claire, tu as eu... c'était assez classique pour toi ou il y a des particularités par rapport au jury? Alors, je vais t'activer. Voilà, vas-y. Moi, ça a été assez classique. Alors, c'était juste le temps d'attente. On était tous dans une salle commune où j'ai eu l'impression que ça durait 1000 ans. Oui. On voyait tous les gens partir à l'abattoir, clairement. Et nous, on était en train de travailler sur nos différents cas cliniques, tout ça. Donc, c'était un peu le temps d'attente qui était déstabilisant. De se dire, voilà, ça va être quand pour mon tour? Est-ce que je peux fumer la clope du condamné? Enfin, bon, voilà, c'était un peu des trucs, un peu cette sensation-là. Et après, j'étais avec un jury de 2 personnes. Donc, il y avait un médecin anesthésiste réanimateur et puis une quadrillade. Et c'était assez classique. Moi, mon cas clinique, c'était un cas clinique classique où effectivement, il n'y avait pas grand-chose de particulier. Hein. J'ai pu exposer mon cas. Où même s'il y avait des choses que j'avais oubliées, on me posait plutôt des questions, plutôt pour essayer de me dire, voilà, on voit bien que vous savez et on va vous aider pour finaliser votre truc. Et puis après c'était un temps d'échange vraiment pas désagréable. Mais comme disait Anaïs, effectivement, moi c'était pareil, j'ai eu la sensation aussi d'être complètement focalisée sur mon objectif. Et je t'avais en tête, Christelle, quand tu disais focus sur le concours. C'est vrai, quand je suis arrivée dans la salle, j'étais une machine de guerre. J'ai fermé la porte et je me suis dit, voilà, maintenant, c'est maintenant, quoi. Et c'est vraiment un état d'esprit qui se travaille et qui va conditionner en fait notre temps d'oral parce que c'est le moment, voilà, c'est ce moment-là, c'est celui-là et pas un autre moment. Je sais que j'ai des collègues qui ont eu certains membres du jury et là qui ont été extrêmement déstabilisés, des gens qui regardaient leur portable et qui n'ont pas du tout calculé ce qu'ils racontaient. En tous les cas, ils avaient l'impression d'eux.
et qui après les ont regardés en disant par contre, j'ai pas entendu. Donc, essayez d'envisager ce genre de choses. Ne soyez pas étonnés, les gens ne sont pas là, on les ennuie pas, hein. C'est juste une stratégie pour nous déstabiliser et voir comment on peut gérer notre stress et notre adaptabilité. Ça, c'est vraiment le maître mot de la future formation sur laquelle vous vous préparez. L'adaptabilité, c'est vraiment, voilà, essayer d'envisager un peu tous les scénarios. Et quand on les envisage, à partir de ce moment-là, bah, en fait, après, on peut faire ce qu'on veut, quoi, puisque de toute façon, on est préparé. Voilà, c'est juste une préparation mentale que vous allez avoir pendant votre préparation. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Super. Merci beaucoup, Claire. Vraiment, c'est génial ce que tu as dit parce que y a différentes choses que vous devez vous souvenir. C'est que vraiment, les situations qu'on va vivre, que vous allez vivre en tant qu'IAD par la suite, sont des situations dans lesquelles vous devez continuer à réfléchir sous stress. D'accord? Vous devez continuer à vous positionner sous stress. Donc, l'oral, c'est vraiment une opportunité de voir si vous êtes assez fort, entre guillemets, en tout cas vous avez les outils nécessaires pour pouvoir continuer cette formation. Donc, restez sur ce que vous avez à dire. Il y aura quelle que soit l'attitude du jury, restez sur ce que vous avez à donner ce jour-là. Merci beaucoup d'avoir soutenu tout ça. Et dernière chose, dans la gestion du stress, par exemple, je sais qu'à Montpellier, on a eu beaucoup de temps d'attente. Certains sont passés hyper tard. Et plus le temps passe et plus le stress monte. Donc, il faut penser aussi dans le déroulement à prévoir cette partie où vous allez être enfermé avec d'autres personnes qui sont aussi stressées que vous. Et ça va faire cocotte minute. Et puis certains qui vont peut-être vous parler, vous communiquer votre stress. Donc, choisissez votre stratégie. Soit vous parlez avec les gens et puis ça vous déstresse, soit vous voulez rester dans votre cocon pendant ce moment de préparation et vous isoler. Donc, sachez un petit peu qui vous êtes pour pouvoir vous prémunir de ce moment qui peut être un petit peu déstabilisant. Alors, je vais continuer avec les autres questions. Donc, les questions du jury, des examinateurs, tout ça, c'est dans un échange, c'est un entretien d'embauche. Donc, souvent, ils vont essayer de vous repêcher, d'aller chercher dans ce que vous n'avez pas dit, les éléments qui manquent pour pouvoir vous donner des points, entre guillemets, vous faire réussir à trouver, à dire les choses qu'il faut pour pouvoir finaliser le sujet. Donc, les attentes du jury, on les a vues, ils veulent savoir exactement avec qui ils vont travailler et si vous allez pouvoir continuer ces études. D'autres questions que j'ai. Dois-je me positionner devant le jury comme déjà étant un IAD lors de l'oral? Je ne vous conseille pas. Vous êtes infirmier, ok, donc on vous demande un positionnement d'infirmier et c'est pareil pour tout. On demande les niveaux, jusqu'où on doit aller dans les détails. Vous êtes dans une situation où vous êtes infirmier, ok. Donc tout ce qu'on va vous demander va être dans votre décret de compétences. Votre façon d'agir, ça sera toujours en tant qu'infirmier. Même si on vous demande de donner des hypothèses diagnostiques, ça s'appelle des hypothèses diagnostiques et pas un diagnostic, c'est bien parce que vous êtes des infirmiers. Donc, restez dans ce positionnement-là. Alors, autre question qu'on m'a posée. Donc, comment, sur le projet professionnel, comment résumer en 5 minutes une carrière de 20 ans? Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Est-ce que Clément, par exemple, veut donner un petit tips? Oui, eh ben, c'est vrai que ça peut être difficile parce que surtout quand les expériences ont été nombreuses, je pense. Après, bah, il faut vraiment synthétiser en fait. Il faut synthétiser sans forcément énumérer tous les services qu'on a pu explorer, mais par exemple, préciser simplement j'ai pu travailler dans tel type de service, celui-là et celui-ci, et ces services m'ont permis de développer ces compétences pendant tant d'années. Voilà, je pense qu'il faut vraiment synthétiser. Faut pas, enfin, à mon avis, il ne faut pas énumérer chaque chose parce que le jury va vite se lasser et il a besoin vraiment d'entendre en fait des mots clés un petit peu qu'il va rechercher en fait. Voilà, il ne va pas les retrouver dans chacune des expériences, mais plutôt dans sa globalité. Tout à fait, je te rejoins.
Et le fait d'avoir travaillé sur le projet professionnel, vous pouvez résumer certaines choses. Et aussi, tout ce que vous devez avancer de votre parcours va être en lien avec votre projet. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas en lien, ce n'est pas la peine de les énumérer. D'accord? Autre question, donc on a fait le jury, les parcours, le projet, donc j'ai répondu à toutes ces questions-là que vous m'avez posées. Maintenant, sur les motivations, les questions sont les suivantes. Comment exposer ou formuler ses motivations? Donc, on l'a vu, c'est en travaillant le projet professionnel et en s'entraînant. À la question pourquoi voulez-vous devenir IAD? Comment répondre correctement? Donc, pareil, travaillez votre projet professionnel, allez voir les compétences IAD, allez consulter le bouquin qui est recommandé dans la biblio, c'est quoi un IAD? Donc, essayez de savoir où vous allez mettre les pieds pour savoir là si vraiment vous voulez y aller. Et puis, mettez en lien ce que vous avez déjà commencé à développer comme compétences en tant qu'infirmière avec les compétences IAD. D'accord? Sans être encore IAD. Donc, en faisant tout ça, vous n'aurez aucune difficulté à formuler vos motivations. Alors, il y a des motivations qu'on ne peut pas dire, ok? Donc, genre, j'ai plus envie de faire les toilettes. Ça, vous ne pouvez pas le dire. Ou j'ai plus envie d'avoir toutes ces formalités administratives ou répondre aux familles. Non, ça, on ne peut pas le dire. Okay, donc, essayez de mettre des choses positives. Et souvent, les évolutions de carrière, ben, c'est quelque chose qui passe très bien. Donc, mais essayez de trouver quelque chose qui, pour vous, est une motivation dans votre parcours pour pouvoir aller beaucoup plus loin et accéder à cette profession. Après, j'ai d'autres questions sur la sélection. Alors, quel est le système de notation? Par rapport à quoi on va me juger apte ou pas? Quelles sont les qualités pour être IAD? Donc, les qualités et les compétences des IAD vous avez tout ça sur Internet. Vous allez voir les 10 compétences ou sur les livres bleus du maçon. Vous allez voir les compétences. Qu'est-ce qu'on demande à une IAD de faire, d'être, etc. Donc, vous pouvez vous inspirer de ça. Pourquoi me choisir plutôt que les autres? Comment ma présentation peut faire sortir du lot? Alors, c'est vrai que c'est légitime de se poser ce genre de questions. C'est un concours. Pourquoi on m'en choisirait moi? Et pourquoi pas les autres? Mais j'ai envie de vous dire, pourquoi ne vous choisirez pas vous, premièrement? Pourquoi ils s'occuperaient des autres? Donc, la réponse que j'ai à vous donner par rapport à ça, c'est arrêtez de vous occuper des autres. Entraînez-vous à faire ce que vous devez faire. Entraînez-vous à faire votre projet professionnel, les cas cliniques, réenregistrez-vous, ayez le maximum d'informations sur l'oral et soyez décidés à réussir et arrêtez de vous occuper des autres. C'est un concours, oui, mais ça va être le jury de décider. Donc, donnez le meilleur de vous et après, laissez faire les choses. D'accord? Donc, si vous donnez le meilleur de vous, et vous avez de bonnes chances de pouvoir réussir. Le système de notation, ils ont des mots-clés, ils ont des profils qu'ils recherchent et vous devez faire votre maximum pour pouvoir répondre à ces attentes, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Autre chose, la gestion du stress. Donc, comment ne pas perdre mes moyens devant le jury? Comment faire face à l'attitude du jury? Donc, on en a parlé avec Claire tout à l'heure. Comment lutter contre le stress? J'ai peur d'avoir la tête vide et de tout oublier. Alors, le stress est un facteur contre-productif à un certain taux d'efficacité. Donc, pour lutter contre le stress, ce qui est mieux, c'est de créer les habitudes. Donc, si vous avez l'habitude d'exposer les choses, eh ben, c'est comme quand on prend la voiture, qu'on se demande comment on a fait pour arriver chez soi. Voilà, les choses vont se mettre un petit peu plus facilement parce que vous aurez créé des habitudes. Comment diminuer le stress? On a parlé de la respiration. Il y a aussi des techniques que vous pouvez trouver sur Internet et qu'on voit sur l'atelier, des techniques qui permettent de réduire le stress, des positions d'ancrage également.
Et puis, n'oubliez pas que le jury, il n'est pas là pour vous assassiner. S'il y a des choses que vous avez oubliées, il va revenir à la pêche. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez rajouter par rapport à ça? Ou c'est... Non, ok. Tu voulais rajouter quelque chose, Anaïs? Claire, alors. Tac. Vas-y, j'ai activé. Ouais, alors moi je voulais dire, on m'a dit il n'y a pas très très longtemps, quand en stage, pareil, j'étais un petit peu stressée, tout ça, et où j'ai travaillé un petit peu là-dessus, en allant voir une nana qui travaille sur de la sophrologie, tout ça. Ça c'est pareil, c'est des techniques aussi que vous pouvez utiliser et user et abuser de tout ça. Elle me disait justement, le stress c'est quoi? En fait, ça permet de réagir à un danger. Et là, en l'occurrence, c'est pas un danger, c'est quelque chose qu'on veut, qu'on souhaite. Donc, essayez vraiment de vous dire ça. On n'est pas là pour être, on n'est pas là en danger, on n'est pas là dans une arène face à des lions. On est là vraiment pour, voilà, on a envie de quelque chose, on a envie de changer. Ouais, on est obligé de passer par un concours. Et ben justement, c'est le moment vraiment pour montrer ce qu'on est, ce qu'on a envie de devenir. Et voilà, c'est le moment de s'éclater. Donc, effectivement, c'est stressant, mais pour tout ça, il y a vraiment des façons de parer à ça. Il y a comme tu disais, Christelle, il y a vraiment les postures, tout ça. Tout ça, ça se travaille et c'est pas insurmontable. Ne vous laissez pas bouffer par ce stress. Travaillez-le et mettez-le à votre service plutôt. Tout à fait. Voilà. Et la phrase qu'on peut se répéter, et comme tu disais Claire tout à l'heure, c'est aujourd'hui et pas un autre jour. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Bruce, Bruce Lee, qui disait dans une de ses vidéos, on lui disait, mais est-ce que vous n'avez pas peur d'être enfermé avec 8 personnes, 8 combattants? Il disait, mais non, c'est eux qui doivent avoir peur d'être enfermés avec moi. Donc, ça m'a fait un peu sourire et c'est votre positionnement qui montre la différence. OK? Donc, c'est vous le danger, c'est vous la bête de concours, comme dit Claire, c'est vous. Alors, je vais finir avec 3 autres sujets. Je pense qu'on a vraiment tout vu. Le déroulement, comment se déroule l'épreuve, ça on a déjà fait. Les différents sujets, le format des questions possibles, on a déjà vu. Est-ce que la réflexion du cas clinique est plus poussée que celle de l'écrit à l'oral? Alors, j'avais dire que c'est différent. Et puis, à l'oral, vous avez aussi la possibilité de vous rattraper également. À l'écrit, c'est dire un certain nombre de choses, d'être limité, mais à l'oral, vous pouvez vraiment rajouter beaucoup de choses. Donc, ce ne sera pas forcément plus poussé, puisque vous êtes infirmier, vous êtes toujours évalué en tant qu'infirmier, mais vous avez la possibilité de dire plus de choses. Question méthodo. Donc, comment synthétiser ses idées en 10 minutes? Organiser sa réponse en si peu de temps. Un seul mot, c'est entraînement. Je vous le redis encore, c'est entraînement, entraînement, entraînement. Tout s'apprend. Comment être clair et précis? Eh bien, justement, la clarté et la précision, c'est en s'entraînant avec d'autres personnes. Savoir, est-ce que ce que vous racontez, c'est vraiment clair ou c'est seulement dans votre tête que c'est clair. OK? Le plan de présentation des cas cliniques, ça on l'a vu, il y a dans le guide de la débrouille et vous avez un exemple. Et puis le programme de révision et la méthodologie de l'oral. Donc la méthodologie de l'oral, on a déjà vu. Le programme de révision, donc est-ce que quelqu'un avait un programme particulier de révision qu'il a suivi? Non? Oui? Oui, Anaïs? Alors, pour l'oral, hein? Vas-y. Oui, en fait, je m'imposais de faire au moins 2 sujets par jour, en fait. Voilà. Super. Après, je me suis approprié aussi le plan des incontournables, donc de ton livre. Du guide de la débrouille, tu veux dire, pour l'oral? Oui, du guide de la débrouille. Donc j'ai repris ce plan-là et je me le suis approprié moi en rajoutant ou en faisant quelques modifs pour voilà, mieux le retenir, me le personnaliser. Tout à fait. Et en fait, je me mettais en condition, préparation en quart d'heure, et je m'enregistrais, je me réécoutais, ou alors devant mon compagnon, je lui présentais les sujets, et pareil, j'essayais de lui expliquer, voilà, pour voir s'il comprenait. Et le test ultime, c'était que s'il ne s'endormait pas, c'est que ma voix n'était pas trop monotone. Parce que sinon, il s'endormait à chaque fois. Mais je m'imposais de faire 2 sujets par jour. Après, quand il y a les résultats de l'écrit, en fait, là, une fois qu'on a passé l'écrit,
Et une fois que l'oral arrive, et les résultats arrivent, en fait, on est dans une phase où on travaille pas trop parce qu'on sait pas trop où on va. Est-ce qu'on l'a eu, on l'a pas eu. Enfin, voilà, on est en phase, on sait pas. Et puis dès qu'il y a les résultats et qu'en fait on voit qu'on a mis, là on se met un coup de speed. Vite, j'ai qu'un mois, il faut absolument que je donne tout pour l'oral. Donc là, la motivation entre guillemets, même si elle n'était pas perdue, mais vu qu'on sait pas trop où on met les pieds, elle revient. On redouble d'efforts et voilà. Après. Deux sujets par jour, moi j'ai trouvé que c'était bien et ça m'a permis d'arriver à l'oral sûr de mes connaissances, euh, pas trop sûr de moi non plus. Je pense que personne ne l'a été dans ces situations, mais au moins je savais où c'est que j'allais et voilà. Enfin, je pouvais pas faire mieux quoi. Je me suis dit j'ai tout donné. Donc en fait, si ça passe pas, c'est pas un manque de travail, voilà, c'est tant pis, ce sera pour la prochaine fois, mais j'ai tout donné quoi. Rien Ouais, pour rien super. regretter. Tout donné. Pas de regret du tout. Ça, c'est le maître mot aussi, pas de regret. Donnez tout, donnez-vous à fond. Merci beaucoup, Anaïs. À la fin, je vous mettrai, ça reprend un petit peu ce que tu dis, le programme que vous devez le programme idéal pour lequel, enfin, auquel je me suis astreint. Donc, je vous donne ce qui a marché pour moi et d'autres personnes. Donc, vous inspirez pas. L'important, c'est de vraiment travailler et de vous Si je entraîner. peux juste rajouter, Bien sûr. excusez-moi, par rapport au guide de la débrouille, à la fin, il y a toutes les pathologies qui prévalentes, en fait, qui reviennent souvent sur les oraux. Et du coup, par rapport à ça, je m'étais fait une fiche par pathologie que j'avais révisée sur la prise en charge de chacune de ces pathologies parce que tout ce qui est thème prise en charge classique, en fait, c'est plus dur à traiter qu'une prise en charge d'urgence parce que les jurys sont beaucoup plus exigeants avec une prise en charge classique. On n'a pas le droit à l'erreur. Il faut rien oublier. Une prise en charge post-op, voilà, il faut vraiment penser à tout. Qu'une prise en charge en urgence, il nous amène vers si on oublie quelque chose, il nous y amène. Enfin voilà, c'est beaucoup moins entre guillemets casse-gueule qu'une situation classique typique. Voilà. Donc tous les thèmes, les pathologies qui sont présentées dans le guide de la débrouille sont importantes à bien maîtriser. Et moi, je vous conseille de faire une fiche. Et je m'étais aidée du livre L'infirmière et les urgences. Il est super bien ce bouquin, hein. D'accord, il est super bien. Il est d'ailleurs référencé dans la liste des bouquins pour l'oral. Super, merci Anaïs. Ça me fait penser que on parlait des imprévus tout à l'heure. Quand vous avez, la question qui m'est posée, c'est j'ai peur de manquer de connaissances sur des choses qui vont me demander à l'oral, par exemple sur des surveillances post-op, des complications, des traitements d'urgence. Ben, vous avez la liste des choses qu'il faut absolument voir en priorité, des choses redondantes, elle n'est pas exhaustive, mais vous ne pouvez pas manquer de connaissances parce que vous avez cette liste-là et vous pouvez voir ce qu'il y a à faire, les conduites à tenir infirmières par rapport à chaque situation. D'accord, c'est chaque situation de soins. Il y a une autre question dans les imprévus, puisqu'il me reste juste que 4 questions pour finir. C'est j'ai peur, voilà, j'ai peur de faire du hors-sujet. Comment ça va se passer par rapport au hors-sujet? Est-ce qu'il y a des choses qui sont éliminatoires? Et puis, j'ai peur de ne pas connaître le sujet. Donc, ne pas connaître le sujet, voilà, maintenant, vous savez que c'est impossible. Vous avez la liste des choses qu'il faut faire en priorité. Et puis, vous pouvez toujours vous rattraper par rapport aux connaissances que vous avez et vous demander à reformuler les choses pour pouvoir vous en sortir. Donc, est-ce que quelqu'un a une expérience par rapport à un hors-sujet qu'il aurait fait? Comment il s'en est sorti? Voilà. Ah, ok. Alors, je te redonne le micro, Anaïs. Je voulais juste te dire en plus que si vous trouvez que le sujet, vous le maîtrisez pas, qu'il est difficile, que ça sort un peu des classiques, des pathologies, dites-vous que c'est pas que pour vous en fait, c'est que tout le monde est dans la même situation, que tout le monde n'a pas forcément bossé cette pathologie-là et que vous pouvez quand même arriver à vous en sortir avec vos connaissances infirmières. Vous n'êtes pas la seule à pas arriver à répondre à un sujet, par exemple sur de la pédiatrie, parce que des fois ça tombe. Tout le monde n'a pas fait de la pédiatrie, donc c'est important d'essayer avec vos ressources, d'imaginer sur le terrain qu'est-ce que vous feriez.
Après, on ne va pas vous demander de maîtriser la prise en charge en pédiatrie, sachant que les 3/4 des gens ne la maîtriseront pas forcément, en fait. Donc, il faut se dire que voilà, c'est pas parce que vous connaissez pas, mais les autres non plus, en fait. Voilà, c'est surtout ce que je voulais rajouter par rapport à ça. Non, tu fais bien de remettre en perspective parce on est super égocentré. Voilà, pourquoi est-ce que moi je vais réussir, etc. Moi, mais vous oubliez que en fait, malgré tout, tout le monde est dans le même panier, tout le monde est dans la même course, tout le monde se sent pareil, quoi, en fait. Donc, s'il y a un sujet qui vous pose problème, il se peut que ça pose problème à d'autres personnes. Donc, faites du mieux que vous pouvez. Alors, dernière Et du question. coup, Vas-y. concernant le hors-sujet, Ouais. en fait, moi, j'ai pas fait un hors-sujet, mais sur mon oral de Bordeaux, j'ai oublié un élément très très important de la prise en charge. En fait, c'était une prise en charge je crois que c'était une arthroplastie que je surveillais en post-op. Et il a perdu beaucoup de sang et il était inconscient. Et en fait, donc, c'était ma prise en charge. Bon, je vous le dis en gros parce que je me souviens plus des détails du sujet, mais et donc, je devais détailler ma prise en charge. Donc, en fait, il y avait le côté prise en charge d'un arrêt cardiaque si, avec la surveillance la surveillance classique à FGSU, voilà, d'un arrêt cardiaque, et la surveillance s'il respirait, donc la mise en place de PLS, etc. Sauf que, en fait, j'ai oublié de parler de la PLS. J'en ai pas du tout parlé. Et le sujet a essayé de m'y amener. Et en fait, je ne sais pas pourquoi. Dans ma pratique, je me voyais le faire, mais je ne l'ai pas dit. Et au bout d'un moment, du coup, ils ont réussi à me faire sortir le mot PLS. Et ils m'ont dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit de suite? Et donc, je leur ai dit clairement que voilà, j'avais été pris un peu du stress et que du coup, je l'ai oublié, mais c'est quelque chose que je fais dans ma pratique. Enfin, j'ai été honnête avec eux. Et du coup, j'ai continué comme ça. Après, ils m'ont demandé du coup qu'est-ce que je pensais de mon oral. J'ai dit clairement que je n'étais pas satisfaite de moi parce que j'avais respecté mon plan, mais que j'avais oublié des éléments importants et que du coup, j'étais pas satisfaite de mon oral. Enfin, voilà, j'ai joué la carte de l'honnêteté. Eux m'ont dit, mais c'est vrai que voilà, vous avez quand même oublié des choses importantes. Après, on a parlé du projet professionnel et en fait, c'était vraiment un échange et ça n'a pas empêché que du coup, j'ai le concours quand même à Bordeaux. Voilà, Ok, c'était pour. ok, super. Donc, Rien n'est éliminatoire en fait. ouais, donc ça prouve encore que bon, ils sont pas dans la malveillance, ils essaient de faire trouver les choses pour pouvoir compléter au maximum ta prise en charge quand ils sentent que vraiment c'est juste un oubli et quelque chose qui ne te vient pas tout de suite. Je te remercie Anaïs d'avoir répondu à ça. Claire, tu voulais dire quelque chose? Ouais, moi, il m'est revenu un événement, mais qui s'était passé pendant l'atelier justement, où je me souviens sur un cas clinique, je sais plus lequel, je sais plus sur quoi c'était, où je me suis un peu enflammée en regardant des résultats biologiques, où j'avais l'impression que je crois, enfin, je sais plus ce que j'avais relevé, si c'était une acidose ou une alcalose, et donc j'ai commencé à développer là-dessus. Et à l'oral, j'ai commencé à le dire et j'ai vu qu'en fait, vous aviez fait une tête bizarre avec Jimmy, bon bref. Et je me suis rendu compte en fait que sur mes normes biologiques, c'était tout à fait normal. Donc, je suis revenue en arrière en rappelant déjà d'une que je m'étais un peu laissée emballer par mon stress, tout ça. J'ai rappelé mes normes biologiques en me disant, en fait, en expliquant bien que en fait, c'était, voilà, je m'étais un peu enflammée, mais qu'en fait, du coup, ça posait plus de problème et qu'il n'y avait pas de risque en lien avec ce problème-là. Et du coup, j'ai pu revenir en arrière et ça, j'ai pas eu le souvenir que ça m'ait porté préjudice. Voilà. C'est tout à fait possible de réévaluer, de réajuster Tout des à fait. choses Tout sur à lesquelles fait. on se. Tout à fait. Tu fais bien, Jimmy. Tu veux rebondir un petit peu sur ça? Vous m'entendez bien là? Ouais, c'est bon. Ok, c'est parfait. Oui, alors faut pas avoir peur du hors-sujet. Je pense que voilà, si vous êtes bien préparé et que vous ne laissez pas entraîner par le stress, forcément en 10 minutes, vous allez dire peut-être des choses qui ne seront pas pile dans le sujet. Si jamais vous sentez que vous êtes ou qu'on vous fait remarquer, parce que le jury, pendant la phase de questions, c'est ce qu'il va faire. Soit il va vouloir plus de précision pour voir si vous savez certains points importants, soit il va essayer de vous faire préciser des choses s'il trouve que vous êtes dans le hors-sujet. Il va falloir
que vous rebondissiez. Ce n'est pas éliminatoire ce que vous avez dit quand vous parliez tout seul, si vous êtes resté globalement cohérent. Après, si vous vous rendez compte que vous n'étiez pas tout à fait dans le sujet, essayez de vous détacher un petit peu et de rebondir en fonction de ce que vous renvoie le jury. L'oral, c'est important parce que c'est vraiment, il y a une phase importante de dialogue. Ils évaluent aussi, plus que vos connaissances de ce sujet précis, ils vont évaluer vos facultés de communication qui sont importantes dans les études et aussi surtout derrière dans le métier d'IAD. Donc, ça va faire partie du jeu, ça va faire partie du défi. Si vous voyez que vous n'avez pas été, je dirais, que vous n'avez pas été dans le sujet, essayez de prendre ce que le jury vous envoie, écoutez bien sa demande et ce que ça sous-entend. Essayez de vous remémorer un peu le sujet pour voir là où vous avez pu être un peu faible peut-être et corrigez le tir et soyez dans le sujet la deuxième fois et ça ne vous portera pas préjudice. Au contraire, si vous arrivez à vraiment bien rebondir et à vraiment bien vous corriger, c'est plus quelque chose qui joue en votre faveur. Parce que le stress très très fort pendant l'oral, tout le monde l'a. Donc, c'est un passage obligé. Ce n'est pas parce que vous êtes stressé que vous êtes pénalisé. C'est au contraire, c'est normal. Et si vous arrivez à vous corriger de vous-même en voyant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est plutôt bien. Tout à fait. Super. J'aurais pas pu dire mieux. Merci beaucoup, Jimmy. Donc, la question éliminatoire serait si vous n'avez pas eu le temps de vous rattraper du tout. Alors là, si vous êtes hors sujet complètement et que vous n'avez pas eu le temps de vous en rendre compte et que vous n'avez pas eu le temps de retourner dessus ou de rebondir, ben voilà, là c'est un peu plus compliqué. Mais tant qu'il vous reste du temps pour rebondir, faites votre maximum, c'est pas perdu. Ok. Une autre question éliminatoire, ça serait peut-être, est-ce qu'on peut se poser que par rapport au calcul de dose, est-ce que ça sera éliminatoire à l'oral? Ça, j'ai pas la réponse. Vas-y. Si je peux ajouter quelque chose quand même. Alors, le calcul de dose à l'oral ne va pas y en avoir partout. Donc, non. Quand même, c'est un peu le cœur du métier infirmier et en tant qu'IAD, le calcul de dose en situation de stress, va falloir que ce soit maîtrisé. Donc, ce serait bien de le maîtriser avant l'oral quand même, si ce n'est pas déjà fait. C'est peut-être pas éliminatoire, mais on comprend encore une fois que ce soit le stress qui parle et que en situation professionnelle, ça ne vous arriverait pas. Mais voilà, soyez bien à l'aise sur le calcul de dose parce que voilà, si vous vous trompez bêtement sur le calcul de dose, c'est pas éliminatoire, mais ça vous aidera pas. Alors que voilà, si ça roule, voilà, c'est validé, on passe à autre chose et c'est un bon point pour vous. Ok. Il y a quelqu'un qui me dit sur le chat que à Lyon, en tout cas, c'est éliminatoire. Voilà. Donc, renseignez-vous auprès de l'école. C'est vrai que faire un calcul de dose qui est faux, on sait que ça a des implications sur la vie des patients. À l'oral, dans tous les cas, essayez de poser votre calcul de dose. Ne le faites pas mentalement. Si vous n'êtes pas habitué, prenez le temps de le poser pour pouvoir voir si vous êtes vraiment cohérent. Et il y avait une dernière question, parce qu'on a dépassé un petit peu de 5 minutes, sur ce qui est éliminatoire. Moi je vais dire ce qui va vous éliminer en tant qu'attitude également. C'est vraiment le cow-boy, la personne qui sait tout, voilà, non, moi c'est comme ça. Non, vous pouvez dire dans votre service, vous avez l'habitude de faire de telle et telle façon, voilà, c'est ce que vous connaissez. Mais les personnes qui viennent avec beaucoup plus d'assurance, d'assurance dans le mauvais sens, alors qu'on est censé être dans une situation d'apprenant, donc de se poser des questions, d'être dans une réception, si vous connaissez déjà tout, vous n'avez rien à faire là. Ok ? Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est éliminatoire. Les personnes aussi qui ont des vocations, ça peut être aussi pas à votre avantage, d'accord? Donc essayez de mettre les choses avec des nuances, de vous présenter avec quelque chose de cortiqué, quelque chose de logique.
Voilà, pas quelqu'un un petit peu qui a eu des lumières et qui est venu et qui, voilà, c'est ce que je dois faire, j'ai eu ça dans un rêve, enfin bref. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, oui, alors je vais vous envoyer les liens pour tout ça, que ça soit les liens pour le replay de ce qu'on a vu aujourd'hui, les liens vers le guide de la débrouille, les liens vers comment acquérir ou les livres pour l'oral, que ce soit le livre rouge, l'infirmier les urgences, il y a le livre Vuibert qui est pas mal, qui a des sujets corrigés. Donc, je vais vous envoyer tout ça. Si vous êtes inscrit à la webconférence, vous allez recevoir un petit mail, également avec un petit mail avec une petite surprise. Donc, je vous laisserai découvrir pour ceux qui veulent participer à l'atelier web. Donc, merci à tous. On va faire un petit jeu si vous êtes OK. Un petit jeu, et j'ai besoin d'un jury, donc je vais prendre Anaïs comme jury. Alors, j'ai répété plusieurs fois un mot et je veux faire gagner à quelqu'un le recueil d'annales par thème de l'oral qui va bientôt sortir dans 2 semaines. Donc, il va le recevoir gratuitement. La première personne qui va me donner le mot que j'attends, je l'ai répété plusieurs fois, le mot d'ordre c'est quoi? Face à tout ce que vous avez eu comme savoir aujourd'hui. Oh, waouh, ok. Bon, il y a quelqu'un qui a répondu beaucoup plus vite que tout le monde. Et les autres, vous dormez? Ok, écoute, le Pi, tu as gagné, super, très réactif. Donc, je vais t'envoyer un petit message en privé. Tu vas me laisser ton mail. Et puis, je vais t'envoyer ça dans 2 semaines. Donc, je t'envoie un petit message. Voilà. Alors, bravo à tous. Donc, là, je vais faire un petit résumé. Votre plan d'action, 2 semaines avant l'oral, travaillez 2 heures par jour. 2, 3, 5 sujets en situation d'examen, chronomètre à la main. Les 15 sujets redondants et les thèmes essentiels, faites-les absolument. Exposé, faites votre exposé en l'enregistrant, que ce soit en vidéo ou en audio, réécoutez-le, faites-le réécouter. Réajuster l'exposé et faire des fiches synthétiques, comme a fait Anaïs, et discuter du sujet avec quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui connaît ou pas, ok, le métier. D'accord? Donc voilà, tout ça, si vous voulez recevoir le plan d'action, je peux vous l'envoyer. Envoyez-moi un mail et je vais vous renvoyer tout ça. Je vous remercie beaucoup tous de votre présence, d'être à l'heure, d'avoir participé, d'avoir posé des questions. Merci à Clément, Claire, Anaïs et Jimmy de votre présence et de vos encouragements et aussi de vos réponses. Sans vous, on n'est rien. Donc, c'est vous qui nous permettez de continuer à avancer. Donc, n'hésitez pas à partager sur le Facebook, à liker, à vous abonner sur Instagram, sur YouTube. Voilà, partagez le site afin que nous puissions être encouragés à continuer. Ça fait déjà 3 ans. Donc, voilà, on veut encore continuer à faire des choses pour vous et des choses de mieux en mieux. Merci à tous et puis j'espère que 2020, je vous souhaite que ce soit votre année. Bon entraînement. À bientôt. Bye bye.